Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. Alors, la première question est d'Elsie Matt. Que penses-tu de la décision prise par l'ARCOM de couper C8, Cyril Hanouna, que la LFI déteste, en est bien sûr la cible? La censure est en marche, la liberté d'expression menacée. Ne trouves-tu pas ça inquiétant? Bon, déjà, la question est orientée. Que la LFI déteste Cyril Hanouna, ça me paraît une évidence, mais enfin, bon, c'est pas la LFI qui décide, c'est l'ARCOM. Je me suis exprimé sur Twitter, ça m'a valu un très joli shitstorm pour me faire traiter de tous les noms me faire traiter de fasciste et tout. Moi, je considère que il est évident que c'est à Cyril Hanouna que l'ARCOM s'est attaqué et que pour ce faire, Cyril Hanouna, on a sacrifié une chaîne entière. Et je trouve pas ça normal. Je trouve ça parce que C8, c'est pas que Cyril Hanouna, c'est beaucoup Cyril Hanouna, mais c'est aussi Jordan Deluxe, William Lémergie, y a que la vérité qui compte, les animaux de la 8, le magazine automobile, et c'est surtout la chaîne numéro 1 de la TNT. Et je suis désolé, à un moment donné, dans une chaîne de télé, même si je sais que l'audience n'est pas forcément gage de qualité, supprimer la fréquence de la chaîne numéro 1, c'est quand même un petit peu... je sais pas, voilà. Après, effectivement, on peut reconnaître que le contenu de TPMP était plutôt de droite, mais quand je vois l'émission de Léa Salamé sur France 2, elle est plutôt très à gauche. France Inter, c'est complètement à gauche. Et ça, l'ARCOM ne trouve rien à en dire. Donc, c'est effectivement pas un bon signe. Parce que la liberté d'expression, c'est aussi accepter d'entendre ce qui ne nous plaît pas. Parce que la liberté d'expression, si c'est pour entendre uniquement ce qui nous plaît, bah c'est pas la liberté d'expression, c'est encore autre chose. Donc je suis effectivement très j'imagine que c'est pas encore fini et que des recours vont être... De toute façon, il ne faut pas vous inquiéter, hein, TPMP durera sur C8 ou ailleurs, mais le problème c'est que puisque dans le même temps, il y a plein de chaînes Bolloré qui ont été reconduites par l'ARCOM, donc tout ça n'est pas très logique. Deuxième question est toujours d'Elsie Matt. Ne crois-tu pas que Nadal, au vu de sa condition physique, aurait dû être davantage raisonnable en se limitant à jouer uniquement en double avec Alcaraz, où la médaille est plus probable, sachant qu'en plus, il jouera Djoko au deuxième tour? Tu sais, il faut bien comprendre quelque chose. Dans la tronche, ces mecs-là sont pas faits comme nous, le commun des mortels. C'est des champions, c'est des prédateurs, c'est des tueurs à gages. Et je pense que Rafa, à partir du moment où il est en état de jouer, bah, il veut jouer. En plus, c'est Roland Garros, c'est sur un cours où il a quand même gagné 14 fois le tournoi. Et voilà. Et je pense au contraire que le fait de finir contre Djoko est une forme d'apothéose pour lui, et que c'est quand même plus prestigieux que de terminer contre Fucsovics ou Cerundolo ou Hugo Humbert, quoi. Donc, en plus, très franchement, je l'ai trouvé bien mieux contre Fucsovics que au tournoi de Gstaad où je l'avais trouvé horrible. Après, la médaille en double avec Alcaraz, pour l'instant, il joue pas en double, il joue en simple en même temps. C'est un petit peu différent. Clem me dit, est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer le foot par le futsal et le tennis par le paddle pour les prochains JO? Alors je vais faire hurler les nombreux fans du paddle, mais le paddle, pour moi, ça reste du sous-tennis. C'est un sport, alors évidemment pas au plus haut niveau, mais enfin, très franchement, avec un tout petit peu de pratique, vous pouvez très vite vous amuser au paddle, ce qui n'est absolument pas vrai au tennis, qui est un sport qui nécessite un apprentissage et une technicité beaucoup plus importante.
Moi, le paddle, de toute façon, je suis plus en état de jouer ni à l'un ni à l'autre avec mon genou, mais moi, le paddle, voilà, le bruit sourd de la balle sur la raquette en dur, et puis les vitres, et puis tout ça, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et puis le futsal, pareil, c'est du sous-foot. Donc, puis quand tu vois les joueurs de tennis, comme ils sont motivés par les JO, sauf Sinner qui est encore une fois malade, bah ça prouve aussi que c'est quelque chose qui compte pour eux. Et puis le foot, encore une fois, il faudrait changer des choses, mais voilà. Tchertov me dit si le PSG fait signer Joao Neves et un ailier, Sancho ou Nico Williams, est-ce que on pourra considérer que le mercato est réussi ou non? Sinon, quel autre poste faudrait-il renforcer selon toi? Nico Williams, oui, c'est un joueur très prometteur. Sancho, c'est quand même un mec qui a déjà échoué à Manchester United. Et Manchester United en veut 60 millions. Donc, encore une fois, ils ont trouvé le pigeon Saint-Germain. Des ailiers, je trouve que le PSG en a. Je suis pas encore... Moi, je pense que le PSG aurait dû se positionner sur un joueur comme Olmo, qui a beaucoup plus de bagages techniques, qui est capable qui est un joueur d'axe. Et il n'y a pas grand monde dans l'axe au PSG. Et puis quant à Joao Neves, je l'ai déjà dit, moi, un milieu de terrain de Lilliputien avec Zaïre Emery, Vitinha et Joao Neves, j'y crois pas. Encore une fois, me sortez pas l'exemple de Xavi, Iniesta et de Messi, parce que c'était des petits gabarits, mais c'était des génies. Donc la taille, finalement, n'entre pas vraiment en ligne de compte. Donc voilà, franchement, quitte à claquer 70 ou 80 millions, j'aurais préféré que le PSG les mette sur Guimaraes plutôt que sur Joao Neves. Et puis je pense aussi qu'il manque d'un arrière central de très haut niveau, sachant que Skriniar ne fait plus partie des plans, et comme à chaque vidéo que je fais, Edison boit, que Lucas Hernandez est blessé pendant encore un moment, que Kimpembe est en phase de reprise. Pour l'instant, c'est Beraldo qui va jouer avec Marquinhos, et il est évident que ça suffit pas.